L'auteur Joel Norris, dans son livre Serial Killers, a écrit sur un cas où le criminel était extrêmement compulsif. Sa compulsivité était telle qu'après chaque meurtre, il rentrait chez lui. Ensuite, il dormait profondément. Le lendemain matin, en se réveillant, il avait l'impression que ce qu'il avait fait la nuit précédente n'était qu'un rêve et non la réalité. Pour affronter cette sensation, le criminel se rendait au kiosque à journaux et lisait à propos de son crime dans la presse. À travers une mise en scène savamment orchestrée par ce tueur en série, il suivait l'intégralité de l'enquête dans les journaux. Cependant, en parallèle, sa haine ne faisait que grandir. Il savait qu'il ne voulait pas arrêter ce qu'il faisait. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons découvrir les crimes de cet individu. Un homme qui a fini par vivre uniquement pour satisfaire ses propres désirs égoïstes et brutaux. Alors, laissez un pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Je vais tout vous révéler dans les moindres détails. À la tombée de la nuit, le 13 mai 1984, le bureau du shérif du comté de Hillsborough reçut un appel signalant une scène de meurtre dans le sud du comté. Selon les premières informations, 2 garçons marchaient près de l'autoroute Interstate 75 au sud-est de Tampa, en Floride. Une odeur insupportable les arrêta soudain. Elle semblait provenir d'un chantier abandonné. Curieux, ils s'approchèrent. Ce qu'ils découvrirent était bien plus macabre. Des restes humains mutilés. Paniqués, les garçons coururent chez eux pour prévenir leurs parents, qui contactèrent immédiatement la police. Les premiers à arriver sur les lieux furent le capitaine Gary Terry et le détective Rebaker, du bureau du shérif du comté de Hillsborough. Ils confirmèrent rapidement que les restes humains appartenaient à une femme. Le corps était allongé sur le ventre, les poignets attachés dans le dos avec une corde nouée en 3 nœuds. Ils supposèrent que le corps se trouvait là depuis plusieurs jours, en raison du stade avancé de décomposition. Cependant, le détail le plus troublant était que les hanches de la femme avaient été brisées, ses jambes étendues pour s'aligner parfaitement avec son torse. Ce genre de scène n'était pas inédit en Floride. Avec une telle signature, le capitaine Gary Terry comprit rapidement que l'affaire serait extrêmement complexe. Sur les lieux, l'équipe médico-légale identifia plusieurs traces de pneus. Les empreintes des pneus avant et arrière droits correspondaient au modèle standard des véhicules des années 1980. En revanche, le pneu arrière gauche présentait un motif différent. Cela devint alors une première piste importante. Lorsque les résultats de l'autopsie furent révélés par le médecin légiste Charles Digg, il informa que la victime avait probablement été violée et qu'il s'agissait d'une jeune femme asiatique. Face aux preuves recueillies, le capitaine Gary Terry décida de faire appel à l'agent spécial du FBI, Michael Malone, un analyste spécialisé dans les fibres. Michael accepta d'aider à l'enquête. Un détective de l'unité des homicides du comté fut envoyé avec les preuves au laboratoire du FBI à Washington. Dans le laboratoire, Michael découvrit rapidement des fibres de nylon rouge sur l'écharpe retrouvée autour du cou de la victime. Il conclut qu'il s'agissait d'un tapis bon marché utilisé dans le véhicule du criminel. Pendant ce temps, la presse locale resta discrète sur cette affaire, limitant les informations sur la mort de la jeune femme. Lorsqu'un rapport de personnes disparues fut examiné, les autorités découvrirent, grâce aux empreintes digitales, que la victime était Nguyen Thi Lana Long, âgée de 20 ans. Elle travaillait comme danseuse dans un pub appelé Life Fox Loud, situé à Tampa, en Floride. En enquêtant sur sa vie, ils apprirent que Nguyen tentait de réunir de l'argent pour soutenir sa famille pauvre en Californie. Selon les hypothèses, il était probable qu'elle se soit impliquée avec un homme dangereux, dans sa quête pour trouver un moyen de gagner de l'argent supplémentaire. Nguyen avait été vue pour la dernière fois en sortant d'un bar appelé 66 à Tampa. Les enquêteurs découvrirent qu'elle avait un petit ami qui fut rapidement écarté comme suspect en raison d'un alibi solide. Bien que ce crime ait choqué le capitaine Gary Terry, il savait qu'en essence, c'était juste un autre meurtre tragique dans cette période. Le comté de Hillsborough avait en moyenne entre 30 et 35 meurtres par an. Mais en même temps, il savait que cette signature montrait clairement la possible existence d'un tueur en série inconnu. Par chance pour les enquêteurs, les médias n'avaient pas encore envisagé cette hypothèse.
Ainsi, il était peu probable que le tueur remarque que les fibres de son véhicule avaient été retrouvées. Sinon, il aurait probablement éliminé le tapis et l'enquête n'aurait pas pu le relier au crime. Ou encore, le criminel pourrait changer son mode opératoire. Aussi morbide que cela puisse paraître, tant que les investigations restaient stagnantes, tout ce qu'il pouvait espérer, c'était qu'un autre corps soit retrouvé. C'est alors que, 2 semaines plus tard, le 27 mai 1984, à 11 h du matin, le bureau du shérif apprit la découverte d'un autre corps. Un ouvrier du bâtiment se promenait dans un bois au nord de l'Interstate 4 à Plant City quand il tomba sur un corps féminin. Lorsque les enquêteurs arrivèrent sur place, ils remarquèrent des similitudes avec le premier cas. La victime était partiellement nue, allongée sur le ventre, et son t-shirt vert avait été tiré en arrière et déchiré pour être utilisé comme moyen de lier ses bras. Ses poignets étaient attachés de manière lâche et autour de son cou, une corde était enroulée 3 fois, extrêmement serrée. Des coupures furent visibles sur le cou et les joues de la victime. Les enquêteurs théorisaient que le couteau utilisé pour les coupures était sans doute le même que celui ayant servi à couper les liens. Le crime était brutal. La victime avait été violée, étranglée et battue. La cause de la mort était due à une coupure profonde de près de 30 cm au niveau du cou et au traumatisme contondant à l'oreille gauche. Près de la scène du crime, accroché aux branches des arbres, on retrouva un pull blanc et un collant blanc qui appartenaient probablement à la victime. Sur le corps, des traces de poils et de fibres rouges furent retrouvées. Les marques de pneus furent à nouveau observées et une empreinte de pieds nus fut également analysée dans la boue à proximité. Comme les autorités ne parvenaient pas à l'identifier, les informations du cas furent partagées avec les médias, qui, grâce à un croquis, parvinrent à identifier la victime comme étant Michelle Denise Sims, âgée de 22 ans. Il s'agissait d'une travailleuse du sexe dans la zone de prostitution de l'avenue Kennedy à Tampa. Michelle avait été vue pour la dernière fois en conversation avec 2 hommes blancs. Lorsque le FBI analysa les fibres, il remarqua des similitudes notables avec le premier cas. Lors de l'examen des marques de pneus, un spécialiste de la ville d'Akron, dans l'Ohio, indiqua que le motif du pneu était typique des modèles utilisés uniquement par les Cadillacs à l'époque. Le FBI remarqua également que les fibres retrouvées indiquaient que le tueur possédait probablement 2 types de tapis dans son véhicule. De plus, à ce stade, des traces de sperme furent retrouvées sur les vêtements de la victime, indiquant que le criminel possédait un groupe sanguin A ou B, et les poils retrouvés appartenaient à un homme, probablement de type caucasien. Ainsi, les enquêteurs du comté de Hillsborough réussirent à établir un profil physique du criminel. Ces informations furent envoyées à plusieurs autres départements du comté, tandis que les informations concernant les fibres restèrent confidentielles. Pendant que le laboratoire du FBI poursuivait les investigations, l'agitation autour de l'affaire attira l'intérêt de l'unité des sciences comportementales, aujourd'hui connue sous le nom d'unité de soutien aux enquêtes. Le 2 juin 1984, les médias locaux commencèrent à publier des articles affirmant que les autorités du comté traitaient les enquêtes de manière sérieuse et urgente. En essence, les médias soupçonnaient que la police était en train de traiter avec un violeur en série, sans savoir que même le FBI était impliqué dans l'affaire. Quoi qu'il en soit, les enquêteurs du comté avaient leurs soupçons, mais étant donné que, à ce moment-là, les médias avaient remarqué les crimes et partagé les découvertes, il était évident que les prochaines actions du tueur deviendraient encore plus prudentes. Le 8 juin 1984, la disparition d'Elizabeth London Beck, âgée de 22 ans, fut signalée par sa mère, qui informa que la jeune femme était sortie se promener et avait tout simplement disparu. 2 semaines plus tard, son corps fut découvert au milieu d'un verger d'oranges dans la région Tampa. Cependant, la scène du crime semblait différente de ce à quoi il s'attendait. Elizabeth était complètement vêtue, mais présentait des signes de strangulation. Dès lors, les enquêteurs n'eurent pas de raison de la relier au possible tueur en série de la région et considérèrent le crime comme un acte isolé. Puisque la victime n'était pas une professionnelle du sexe, mais simplement une fille de la ville, les enquêteurs théorisèrent qu'il pourrait s'agir d'un imitateur. Ainsi, la chasse se refroidit jusqu'au 7 octobre 1984, quand un corps féminin fut retrouvé près de la frontière entre le comté de Pasco et celui de Hillsborough. Encore une fois,
la scène du crime était totalement différente. Le corps était localisé près de l'entrée d'une ferme de bétail et son soutien-gorge était attaché à la porte d'entrée. Le reste de ses vêtements se trouvait à côté de son corps, et la cause de la mort fut identifiée comme étant une balle dans le cou. De plus, la jeune femme était noire et fut identifiée comme étant Chanel Dave Williams, de 18 ans, qui avait déjà été arrêtée pour prostitution. Au cours de l'enquête, il fut découvert qu'elle était connue dans le quartier gay de l'avenue Kennedy à Tampa. Une amie de la victime raconta que le 30 septembre 1984, elle et Chanel travaillaient ensemble lorsque la jeune femme reçut un appel pour se rendre dans un motel, mais elle n'y arriva jamais. Les enquêteurs tentèrent rapidement de la connecter au tueur en série de la région, mais les similitudes étaient minimales et ils ne réussirent pas dans leur tentative. Cependant, le bureau du shérif demanda au FBI de dresser un profil du supposé responsable des meurtres de Ngun Thilana Long, Michelle Denise Sims et Chanel Devon Williams. Pour le capitaine Gary Terry, il était clair que le tueur était un criminel itinérant et qu'il se déplaçait à travers toute la région de Tampa, en Floride. Gary croyait que la violence du criminel semblait inutile, ce qui indiquait probablement que le suspect souffrait d'un certain trouble sexuel et comportemental. Il devint également évident que ses victimes étaient considérées comme faciles à atteindre, ce qui signifiait qu'il ne les connaissait probablement pas et que c'était un crime opportuniste. D'après le FBI, le tueur pourrait être décrit comme un homme blanc dans la vingtaine, extraverti et manipulateur. Les agents le classèrent comme un criminel organisé. Ainsi, il serait un homme normal dans la société, mais avec des traits égocentriques et un certain degré de trouble antisocial. D'après le profil, il était dit qu'il pourrait être impulsif, mais pas au point de prendre le risque de se faire prendre. Il menaçait probablement ses victimes avec une arme comme moyen d'affirmer son contrôle et sa masculinité. Le profil indiquait également qu'il avait probablement eu une adolescence difficile, avec un passé criminel de mise à feu et de cruauté envers les animaux. Ses problèmes avec les autorités l'auraient probablement conduit à des conflits avec ses supérieurs, si jamais il avait servi dans les forces armées. Si tel était le cas, il aurait servi dans le corps des marines. Classé comme un tueur organisé, comme on l'a vu dans la vidéo sur les 3 principaux criminels organisés, il était décrit comme un homme ayant plusieurs femmes dans sa vie, mais pas marié. Des problèmes avec la police furent mentionnés, et il conduisait probablement une voiture de sport. Le tueur était un homme qui s'habillait de manière formelle et montrait de l'autorité. Certaines preuves du cas furent envoyées au laboratoire du FBI, qui retrouva des traces d'un tapis en nylon rouge parmi les vêtements de Chanel Devon Williams. Encore une fois, un poil brun caucasien fut trouvé, ainsi que du sperme, qui fut lié au groupe sanguin A et B. La dernière victime ne correspondait pas aux autres filles, mais le FBI affirma que cela pourrait être lié au fait que la victime était une professionnelle du sexe. Au fur et à mesure que les enquêtes se poursuivaient, le 14 octobre 1984, une autre victime surgit. Au nord-est du comté de Hillsborough, le corps d'une femme blanche, nue de la taille vers le bas, fut retrouvé. Lors de l'isolation de la scène du crime, les enquêteurs remarquèrent que le corps avait été clairement traîné à l'intérieur d'un matelas doré et attaché avec une corde blanche. Ses mains et ses jambes étaient attachées avec d'autres cordes blanches. Peu de temps après, la marque autour du cou fut identifiée comme la signature que les enquêteurs connaissaient très bien. La femme fut identifiée comme une professionnelle du sexe, Karen Bither, de 28 ans, qui travaillait dans les zones de Nebraska et du comté. Lors des analyses des fibres, les fibres rouges en nylon furent à nouveau observées, signant complètement l'implication du même criminel qu'ils cherchaient. Ce dernier cas entraînera la désignation de tous les enquêteurs pour le cas du tueur en série. Pendant ce temps, les autres crimes dans le comté furent confiés à des policiers ordinaires. 6 officiers de terrain furent affectés à travailler en tant que vigiles dans les zones appelées les terrains de chasse du tueur. Ainsi, les zones de l'avenue Kennedy et de l'avenue Nebraska furent laissées sous une surveillance constante. Régulièrement, les officiers envoyaient des rapports contenant plusieurs plaques de véhicules, ainsi que des informations recueillies auprès des travailleuses du sexe de la région. Le département de police décida également d'informer les habitants de la région qu'un seul homme était lié à plusieurs meurtres, mais ils prirent soin de ne pas mentionner le terme tueur en série.
Le laboratoire du FBI travaillait pour relier les fibres du dernier attaque avec celles des meurtres précédents, et ils réussirent. Ils annoncèrent positivement la présence d'un seul criminel. Bien que les enquêtes soient couronnées de succès, le tueur se montra extrêmement actif dans la région. Ainsi, le 30 octobre 1984, un autre corps nu fut retrouvé sur l'autoroute 301 au nord du comté de Hillsborough. Cependant, aucune preuve physique ne fut retrouvée sur place. Cette fois, l'absence totale de vêtements ou d'objets utilisés dans le meurtre étonna les enquêteurs. De plus, aucune fibre ne fut retrouvée pour être analysée et l'identité de la victime ne put être déterminée. Ainsi, elle fut appelée Sugar, qui était le nom de la rue où son corps fut trouvé. Le 6 novembre 1984, d'autres restes féminins furent retrouvés dans le comté de Pasco, au nord de la limite avec le comté de Hillsborough. Les parties du corps étaient éparpillées dans toute la région, mais sur place, une ligature en tissu fut retrouvée sur l'un des os du bras de la victime. Des vêtements et des cheveux de la victime furent également récupérés. Lorsque les enquêteurs du comté de Hillsborough apprirent cette découverte, ils contactèrent rapidement les officiers du comté de Pasco et partagèrent leur croyance, selon laquelle ce crime était lié à la série de meurtres de leur juridiction. Cela fit en sorte que les deux agences de police travaillent ensemble et ils réussirent à identifier la victime comme étant Virginia Lee Johnson, âgée de 18 ans, une travailleuse du sexe qui avait opéré au nord de l'avenue Nebraska dans la ville de Tampa. Cependant, en raison du niveau de décomposition, le laboratoire du FBI ne réussit pas à trouver beaucoup de preuves, mais dans les cheveux de la victime, ils trouvèrent des fibres provenant d'un tapis rouge, reliant ainsi le crime aux autres cas. Le 24 novembre 1984, encore un autre corps nu d'une femme blanche apparut sur la route orientale, au nord de la ville de Tampa. Près du corps, on trouva un t-shirt bleu à fleurs, et la victime portait des bas en nylon jusqu'aux genoux. Des marques de pneus furent retrouvées dans la région, indiquant que le criminel avait simplement jeté le corps le long de la route. Des marques de strangulation et de ligature furent observées sur les poignets et les jambes. Plus tard, elle fut identifiée comme étant Kim Mary Swan, âgée de 21 ans, qui travaillait comme danseuse de rue. Elle avait été vue pour la dernière fois en sortant d'une supérette près de chez ses parents, vers 3 heures de l'après-midi du 11 novembre 1984. Les marques de pneus sur les lieux étaient très similaires à celles des scènes de crime de Michelle Denise Sims et de Chanel Devon Williams. Quelques traces furent retrouvées dans les cheveux de la victime, indiquant la présence de fibres d'un tapis rouge. Alors que les enquêtes se poursuivaient, à un moment donné, le département de police de Tampa informa les comtés de Pasco et de Hillsborough qu'ils travaillaient sur une affaire complexe impliquant l'enlèvement et le viol d'une jeune femme de 17 ans qui avait survécu à une expérience traumatisante. Cet échange d'informations mena au grand climax de l'affaire, qui relierait un kidnappeur médiocre au crime du tueur en série détestable qui dévastait la région depuis des mois. Le département de police de Tampa a partagé que Lisa McVeigh, âgée de moins de 17 ans, avait été kidnappée lorsqu'elle revenait du travail la nuit du 3 novembre 1984. Selon les informations recueillies, la jeune fille avait été arrachée de son vélo et menacée avec une arme pour monter dans le véhicule du criminel. Le kidnapping a duré environ 26 heures, et pendant ce temps, Lisa a été violée à plusieurs reprises et forcée de prendre un bain avec l'agresseur. Cependant, malgré ce qu'elle avait enduré, Lisa a survécu à l'horreur infligée par cet homme. Dans un des moments où elle était sous son emprise, il l'a conduite à un distributeur de billets où il s'est arrêté pour retirer de l'argent. Bien qu'elle ait été bandée, elle a réussi à regarder au-dessus du bandeau et mémoriser l'intérieur du véhicule. Dans son témoignage, elle a déclaré que l'agresseur lui ordonnait de garder les yeux fermés tout le temps. Mais malgré cela, elle a réussi à observer les alentours et à mémoriser la pièce dans laquelle elle se trouvait. Lisa a également partagé qu'elle avait fait tomber intentionnellement une de ses épingles pour prouver qu'elle avait été là. Elle a dit à la police qu'elle ne savait pas ce dont il était capable, mais qu'elle avait trouvé des moyens de l'empêcher de devenir plus en colère. En fait, selon ses propres mots, elle a supporté cela grâce à ses expériences passées. Elle a expliqué « J'étais abusée sexuellement à la maison par le petit ami de ma grand-mère. Il avait l'habitude de mettre une arme sur ma tête chaque fois qu'il me molestait pendant 3 ans.
ce n'était rien de nouveau pour moi. Une situation mauvaise m'a mené à une autre situation encore pire. Et c'est ce qui m'a sauvé. La nuit avant l'enlèvement, elle écrivait sa lettre de suicide, et la nuit suivante, elle luttait pour sa vie. Lorsqu'elle a commencé à mieux comprendre la situation, l'agresseur a perdu de l'intérêt pour elle et l'a emmenée faire un tour en voiture, où il a simplement arrêté et lui a dit de sortir du véhicule. Il l'a laissée partir en lui disant de faire attention. Elle courut jusqu'à chez elle, où elle réveilla le petit ami de sa grand-mère et lui raconta ce qui s'était passé. Cependant, celui-ci l'a reçue de manière agressive et lui demanda pourquoi elle avait fui. Lorsque son histoire ne changea pas, il décida de contacter la police. Quand les enquêteurs entendirent cette histoire, ils se rendirent compte qu'il pourrait s'agir du même criminel qu'ils cherchaient. La jeune fille décrivit son agresseur comme étant un homme blanc d'une trentaine d'années, avec des cheveux bruns, une voix profonde, un petit nez et de petites oreilles. Selon Lisa, il semblait aussi légèrement en surpoids et un peu efféminé. Elle décrivit la voiture comme étant un Dodge Magnum rouge foncé ou marron, 2 portes, avec un volant et un tableau de bord rouge. Cependant, Lisa ne put pas fournir d'informations concernant un tapis rouge, mais donna toutes les informations possibles sur l'endroit où elle avait été retenue captive. Le même jour, une équipe spéciale a été formée par le bureau du shérif du comté de Hillsborough, en collaboration avec le bureau du shérif du comté de Pasco, le département de police de Tampa et le département de police de la Floride. Gary Terry a été nommé superviseur général de l'équipe spéciale et la première réunion a eu lieu le 14 novembre 1984. Lors de la réunion, toutes les preuves contre le tueur en série ont été mises sur la table, y compris le profil du FBI, les analyses du laboratoire et les informations provenant de toutes les scènes de crime. L'équipe spéciale comptait environ 30 officiers qui ont été envoyés immédiatement dans les rues de Tampa, cherchant un appartement et un Dodge Magnum 1968. Le lendemain, les détectives Wolf et Helms étaient en patrouille lorsqu'ils ont vu un Dodge Magnum rouge dans la circulation. Ils l'ont arrêté pour vérifier l'identité du conducteur. C'était Robert Joseph Long, également connu sous le nom de Bob Joe Long, et son adresse correspondait à la zone d'intérêt de l'équipe spéciale. De plus, ses caractéristiques physiques étaient compatibles avec le suspect. En regardant dans le véhicule, ils ont remarqué qu'il était identique à la description faite par Lisa McVeigh. Les officiers ont déclaré qu'ils recherchaient un suspect pour un vol et qu'ils souhaitaient le photographier. Lorsqu'il a été relâché, Bob semblait visiblement soulagé. Après cet incident, l'équipe spéciale a commencé à examiner les transactions bancaires de Bob et a découvert qu'il avait retiré de l'argent le même jour que Lisa l'avait décrit. En examinant les antécédents criminels de Bob, ils ont constaté qu'il était en liberté conditionnelle pour une agression aggravée depuis janvier 1984. Le profil du FBI semblait correspondre parfaitement à Bob Joe Long. Ses lignes téléphoniques ont été interceptées et les autorités ont commencé à le surveiller. Après avoir obtenu un mandat de perquisition, une équipe a été constituée pour l'arrêter. Ils l'ont capturé après qu'il soit sorti d'une séance de cinéma. Lorsque son véhicule a été fouillé, ils ont trouvé un grand tapis rouge qu'ils ont envoyé au laboratoire du FBI. L'agent spécial Malone, qui avait aidé Gary Terry au début de l'enquête, a eu l'honneur d'informer que les fibres du tapis étaient compatibles avec celles retrouvées sur toutes les scènes de crimes précédentes. Dans l'appartement de Bob, ils ont trouvé l'épingle de Lisa ainsi que plusieurs photos de femmes nues et de ses victimes. Lors de l'interrogatoire, Bob a déclaré être un technicien en radiologie, au chômage et divorcé depuis près de 5 ans et père de 2 enfants qui vivaient avec son ex-femme à Hollywood, en Floride. Bob n'a pas pu résister et a rapidement avoué l'enlèvement et le viol de Lisa McVeigh. Cependant, les enquêteurs ont apporté un dossier rempli de preuves et de photos qui le reliaient au meurtre en série. Au début, il nia connaître les victimes et demanda à utiliser les toilettes. Lorsqu'il revint, les enquêteurs ont de nouveau abordé les preuves qui le reliaient au crime. Sa seule réponse fut « Je crois que je vais avoir besoin d'un avocat ». Mais les enquêteurs, qui ne voulaient pas clore l'interrogatoire ainsi, ont insisté davantage.
Bien que cette attitude soit incorrecte, leur désir de le capturer était plus fort que leurs préoccupations juridiques. Finalement, Bob répondit en souriant. « Je pense que vous m'avez eu, oui. Je les ai tués. Tous les meurtres dans les journaux, c'est moi qui les ai faits. » Il a ensuite décrit chacun des crimes et, à la fin, a parlé de l'enlèvement de Lisa McVeigh. « Je savais que lorsque je l'ai laissé partir, ce n'était qu'une question de temps. Je ne lui ai même pas dit de ne pas parler à la police ou quoi que ce soit. Je m'en fichais à ce moment-là. Je voulais arrêter. J'étais malade à l'intérieur. » Lorsqu'on l'a interrogé sur la disparition d'une jeune fille appelée Vicky Elliott, âgée de 21 ans, disparue depuis septembre 1984, il a avoué l'avoir tuée. Bob a expliqué qu'elle s'était battue avec des ciseaux et que cela l'avait irrité, le poussant à la tuer rapidement. Il a ensuite dessiné une carte indiquant l'emplacement du corps de la jeune fille. Bob a également parlé de l'assassinat d'une autre jeune fille qu'il ne connaissait pas, mais les enquêteurs pensaient qu'il s'agissait de Kimberly Oops. À la fin de l'interrogatoire, sa confession a été transcrite et a rempli environ 45 pages avec des détails sur ses crimes. Cette année-là, il avait été le tueur en série le plus prolifique de l'histoire des États-Unis. Grâce au bon travail des autorités et à la volonté de vivre de Lisa McVeigh, il avait été arrêté et était sur le point d'être condamné pour ses crimes. À l'époque, l'annonce de l'arrestation du tueur en série a surpris, car elle a eu lieu 36 heures après la formation de la Task Force. Bien qu'elle ait été créée à un stade avancé de l'enquête, cela a été considéré comme un événement marquant pour les autorités américaines. Lorsque le passé de Robert Joseph Long a été découvert, un facteur curieux a attiré l'attention des enquêteurs. Robert Joseph Long, ou simplement Bob, était né le 4 octobre 1953 dans la ville de Kenova, en Virginie-Occidentale, aux États-Unis. Il était le fils de Louetta et Joe Long, une famille ayant des liens distants avec le tueur en série Henry Lee Lucas, condamné pour 3 meurtres, mais ayant revendiqué plus de 500 crimes. Bob a dormi avec sa mère jusqu'à l'âge de 13 ans, et celle-ci était une femme très protectrice pendant son enfance. Tout comme Henry Lee Lucas, il a subi plusieurs blessures à la tête après être tombé d'une balançoire et aussi après avoir eu la paupière percée par une baguette à l'âge de 6 ans. À 7 ans, il est tombé de son vélo et a heurté une voiture stationnée, ce qui lui a fait perdre quelques dents. 1 an plus tard, Bob est tombé d'un poney et s'est à nouveau cogné la tête. Mais cette fois-ci, il est resté pendant quelques semaines avec des vertiges et des nausées. De plus, il était né avec un chromosome X féminin supplémentaire, ce qui causait la libération d'hormones féminines dans son système. En conséquence, pendant sa puberté, il a développé des seins, ce qui a provoqué une grande frustration chez le garçon. À l'âge de 13 ans, il est sorti avec une fille appelée Cindy pendant 6 ans, avant qu'il ne se marie en 1964. La même année, il s'est enrôlé dans l'armée et a servi à la base aérienne de Homestead en Floride. Au cours de cette année, il a eu un accident de moto où il a à nouveau heurté la tête et a failli perdre une jambe. Bob a déclaré en prison que cet accident l'avait rendu victime d'hypersexualité, caractérisée par une dépendance aux pensées ou aux actes sexuels. À sa sortie de l'hôpital, il s'est retrouvé avec une envie folle de sexe et a commencé à avoir de nombreuses pensées et plans pour satisfaire ses désirs. Ainsi, Bob a commencé à utiliser les petites annonces dans les journaux pour localiser des femmes. Étant renvoyé de l'armée et sans emploi, il se rendait chez les femmes et les violait. Sa femme n'a jamais suspecté ce que faisait son mari, mais elle a demandé le divorce entre 1980 et 1983. À l'âge de 30 ans, il avait l'habitude de téléphoner à tout moment aux victimes potentielles. Dans ces cas, il visitait des annonces pour des chambres à louer, où il trouvait souvent des filles de 12 ou 13 ans qui devenaient ses victimes. Dans d'autres cas, il prenait rendez-vous avec les résidents de la maison et ne se rendait chez eux que lorsque leur mari était au travail, afin de violer la femme. Comme Bob se présentait comme un homme respectable, il finissait par attirer facilement l'attention de ses victimes. En 3 ans, il a commis ses crimes à travers Ocala, Miami et Fort Lauderdale. Selon Bob, il pensait rendre un service car il croyait que les femmes avaient une vie sexuelle misérable avec leur mari. À l'époque,
Les journaux l'appelaient le violeur des petites annonces. Et il a dit que, même si les autorités savaient comment il commettait ces crimes, elles ne parvenaient simplement pas à l'arrêter. Ainsi, seulement violer ses victimes ne suffisait plus, et il a commencé à chercher des femmes dans le but de commettre un meurtre. En 1984, en l'espace de 8 mois, Bob a assassiné environ 10 femmes âgées de 18 à 28 ans. Alors que Bob attendait son jugement, le 19 novembre 1984, un cadavre féminin a été retrouvé dans la rivière Hillsborough. La femme n'a jamais été identifiée, mais elle correspondait au profil du criminel. Quelques jours plus tard, les restes d'une autre femme ont été retrouvés et ont été identifiés comme étant ceux de Artis Wick. La même signature du criminel a été observée et sa mort a été attribuée à lui par le FBI et le bureau du shérif du comté de Hillsborough. Plus tard, il a été accusé de violence sexuelle et du vol d'une femme nommée Palm Harbor. Son premier procès a eu lieu le 22 avril 1985, où il a été jugé pour le meurtre de Virginia Lee Johnson, tuée en novembre 1984. L'accusation disposait de nombreuses preuves de fibres, et la confession du criminel elle-même a assuré la peine de mort dans la chaise électrique. Puis, en juillet 1986, il a été jugé dans le comté de Hillsborough pour l'affaire de Michelle Denise Sims, et c'était l'une des affaires les plus solides contre le criminel. La principale preuve dans cette affaire était le couteau qu'il avait utilisé contre elle et qui avait été trouvé dans l'appartement du suspect. Bob a fini par plaider coupable de 26 crimes, recevant une peine de prison à vie pour chacun d'eux, et une sentence de mort dans la chaise électrique en Floride pour le crime contre Michelle Denise Sims. Lors de son audience finale, Bob a été accusé de 8 chefs d'assassinat et d'agression sexuelle, en plus de 9 accusations de kidnapping. Il a également été accusé de violation de sa liberté conditionnelle pour agression par strangulation. Selon le département des corrections de la Floride, Robert Joseph Long avait une sentence de 5 ans, 4 de 89 ans, 28 peines de prison à vie et 1 peine de mort. Le FBI l'a qualifié de violeur affirmatif de pouvoir, expliquant qu'il commettait ses crimes pour affirmer sa propre masculinité. Selon l'ex-agent et profileur du FBI, Roy Hazelwood, des hommes comme Bob attaquent pour affirmer leur masculinité sur laquelle ils n'ont aucun doute. La chose la plus importante au monde pour eux est que les autres les voient comme un homme. Il arracherait des vêtements, terrifierait et ne montrerait aucune inquiétude pour la souffrance de sa victime. Le 23 avril 2019, le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, a signé la sentence de mort de Bob. Un mois plus tard, le 23 mai 2019, Bob a été exécuté par injection létale et déclaré mort à 6h55 du matin, à l'âge de 65 ans. À la fin de son histoire de terreur, Robert Joseph Long n'a pas fait de déclaration finale sur ses crimes ou sa sentence. Il est simplement mort dans le silence de sa propre perversité.